Le 20 octobre 2011, les drones de l'OTAN détectèrent un mouvement inhabituel dans une ville ravagée par la guerre. En quelques heures, le dictateur le plus ancien du monde arabe allait être mort. Voici l'histoire de la manière dont 42 ans de dictature absolue se sont terminés non pas dans un palais, ni dans un tribunal, mais dans un conduit d'évacuation en béton. Un événement qui nous ferait nous interroger sur la véritable valeur de la liberté. Pendant 4 décennies, Mouammar Kadhafi régna sur la Libye avec une autorité incontestée. Il prit le pouvoir en 1969 lors d'un coup d'État sans effusion de sang qui renversa le vieux roi Idriss, alors à l'étranger pour des soins médicaux. Kadhafi, jeune officier de l'armée, n'avait alors que 27 ans. Dans les années qui suivirent, il nationalisa l'industrie pétrolière, expulsa les compagnies occidentales et utilisa des milliards de dollars de revenus pour financer d'immenses projets d'infrastructures. De nouvelles écoles et hôpitaux surgirent du désert, là où il n'y avait rien auparavant, et des routes fraîchement asphaltées relièrent pour la première fois les villages reculés aux villes côtières. Le taux d'alphabétisation passa d'environ 45% en 1969 à plus de 80% en 2001. Pendant un temps, la Libye connut le niveau de vie le plus élevé d'Afrique. Mais cette prospérité eut un prix terrible. La police secrète de Kadhafi, les soi-disant comités révolutionnaires, surveillaient chaque aspect de la vie quotidienne avec une minutie étouffante. Ils s'infiltraient dans les familles, dressant les frères les uns contre les autres par des promesses de récompense ou des menaces de châtiment. Les citoyens qui critiquaient le régime disparaissaient simplement, laissant derrière eux des chaises vides autour des tables et des questions que personne n'osait poser. Les partis politiques furent interdits. Aucune élection ne fut jamais organisée, et Kadhafi se proclama frère guide et chef de la révolution. Son visage nous fixait depuis les affiches à chaque coin de rue, tandis que son livre vert remplaçait les lois traditionnelles et même les textes religieux dans les écoles. La paranoïa du colonel s'intensifia avec les années. Il s'entoura de gardes du corps féminin connus sous le nom de garde amazonienne, se déplaçant entre des bunkers secrets disséminés à travers le vaste territoire libyen, sans jamais dormir 2 fois dans le même lit. En 2011, Kadhafi avait régné plus longtemps que tout autre dirigeant arabe, et ses 42 années de pouvoir semblaient aussi permanentes que le Sahara lui-même. Les enfants grandissaient sans connaître d'autres chefs, tandis que les adultes se souvenaient du sort réservé à ceux qui osaient résister. Ils gardaient leurs pensées enfouies profondément, enseignant à leurs enfants, par le silence, que certaines choses étaient trop dangereuses même à penser. Mais en février, tout allait changer. L'étincelle vint de la Tunisie voisine, d'une manière totalement inattendue. Mohamed Bouazizi n'était personne de spécial, juste un autre vendeur ambulant essayant de nourrir sa famille. Le 17 décembre 2010, une policière le gifla et confisqua sa charrette, son seul moyen de subsistance. Incapable d'imaginer un avenir dans un système qui écrasait la dignité humaine, il s'aspergea d'essence et s'immola par le feu. En quelques jours, des manifestations éclatèrent dans toute la Tunisie comme une traînée de poudre. Le président Ben Ali s'enfuit en Arabie saoudite le 14 janvier 2011. Son régime s'effondra en moins d'1 mois. Le chaos franchit les frontières à une vitesse fulgurante. En Égypte, des millions de personnes envahirent la place Tahrir, affrontant canons à eau et gaz lacrymogènes, mais refusant de partir. Le 11 février, Hosni Moubarak avait disparu. Son règne de 30 ans prit fin entre les mains d'un mouvement populaire qu'aucune répression ne put arrêter. Les Libyens virent ces événements se dérouler à la télévision par satellite, murmurant des questions impensables quelques semaines plus tôt. Mais tous savaient que Kadhafi était différent. Plus impitoyable, plus imprévisible, et plus disposé à faire couler des rivières de sang pour garder le pouvoir. Puis vint le 15 février, et la Libye ne fut plus jamais la même. Les premières manifestations commencèrent à Benghazi, déclenchées par l'arrestation de Fatih Erbil, un avocat des droits de l'homme représentant les familles de prisonniers politiques. Ces familles cherchèrent encore des réponses sur le massacre de la prison d'Abu Salim, où 1200 détenus furent abattus en juin 1996. Elles se rassemblèrent devant le tribunal le 15 février, environ 200 personnes au départ,
principalement des femmes tenant des photos décolorées de leurs fils et frères morts. Les forces de sécurité arrivèrent en quelques heures avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Lorsque les manifestants refusèrent de se disperser, ils furent pris pour cible à balles réelles. Les premiers tirs tuèrent 6 personnes, dont un jeune étudiant en droit dont la mort fut filmée sur un téléphone portable. Au lieu de fuir, la foule avança. Ils n'étaient pas seulement en colère, ils étaient furieux. Le 17 février devint le jour de la colère. Des milliers de personnes descendirent dans les rues des villes de l'Est, incendiant des commissariats et attaquant des bâtiments gouvernementaux. De jeunes hommes qui n'avaient jamais tenu d'armes se retrouvèrent soudain à manier des fusils Kalachnikov saisis dans les arsenaux. Les forces de Kadhafi répondirent par une violence terrifiante. Des snipers abattaient les manifestants avec précision, tandis que des hélicoptères de combat mitraillaient la foule avec des armes lourdes conçues pour la guerre. Les hôpitaux se remplirent de blessés et de mourants plus vite que les médecins ne pouvaient les soigner. Mais la terreur ne fonctionnait plus. Chaque enterrement devenait une manifestation encore plus grande, la douleur se transformant en détermination, et la violence ne fit qu'accélérer l'effondrement du régime. Les unités militaires commencèrent à faire défection en masse. Des bataillons entiers changèrent de camp du jour au lendemain, refusant de massacrer leur propre peuple. Les soldats se souvenaient que les manifestants étaient leurs frères, cousins et voisins des mêmes tribus et villages. Les pilotes envolèrent leurs avions de chasse vers Malte, plutôt que d'obéir aux ordres de bombardement. Les officiers de marine braquèrent les canons de leurs navires sur les positions gouvernementales au lieu des zones tenues par les rebelles. Les chefs tribaux, jadis loyaux envers Kadhafi, se rappelèrent soudain de vieilles rancunes et trouvèrent une cause commune dans la révolution. En quelques jours, toute la région orientale échappa au contrôle du gouvernement. Le drapeau rouge, noir et vert de la monarchie d'avant Kadhafi flottait partout, tandis que les citoyens goûtaient à la liberté pour la première fois de leur vie. Ils brûlaient des exemplaires du livre vert, la propre version de Kadhafi du Mein Kampf. Mais Muammar Kadhafi n'en avait pas encore fini. Il apparut à la télévision d'État le 22 février, prononçant l'un des discours les plus étranges de l'histoire politique moderne. Pendant 75 minutes, il déversa sa rage depuis les ruines de son complexe de Bab al-Sissia, vêtu d'une tunique brune et gesticulant sauvagement poings fermés. Il attribua le soulèvement à des drogues hallucinogènes que, selon lui, Al-Qaïda aurait versées dans le café des jeunes. Les manifestants étaient des rats et des cafards qui devaient être éliminés de la Libye. Il promit de purifier le pays maison par maison, ruelle par ruelle, jusqu'à ce que le dernier ennemi soit anéanti. Le discours terrorisa les zones d'opposition. Tout le monde comprit ce que signifiait « purification » dans le vocabulaire violent de Kadhafi. On se souvint d'Abu Salim et des pendaisons publiques sur les places universitaires. Au début du mois de mars, les forces de Kadhafi avaient repris plusieurs villes côtières en faisant preuve d'une brutalité méthodique. Elles encerclaient une localité, coupaient l'électricité et l'eau, puis la pilonnaient jusqu'à la soumettre. La route vers Benghazi n'était séparée de la vengeance de Kadhafi que par des rebelles faiblement armés et une ville de 700 000 habitants. Une extermination semblait imminente. Le monde regardait et débattait tandis que les gens se préparaient à mourir. Les dirigeants rebelles lancèrent des appels désespérés à l'aide. Leurs combattants étaient courageux, mais irrémédiablement dépassés. Étudiants et commerçants armés d'AK-47 affrontaient des chars et des tueurs entraînés. Sans intervention, la révolution se noierait dans le sang et Kadhafi se vengerait atrocement de quiconque avait osé rêver de liberté. La communauté internationale fut confrontée à un dilemme déchirant. Les guerres en Irak et en Afghanistan avaient émoussé l'appétit occidental pour intervenir au Moyen-Orient, mais les rapports venus de Libye devenaient de jour en jour plus horribles. On utilisait des canons anti-aériens conçus pour abattre des avions afin de pulvériser des êtres humains dans les rues. La France fut celle qui fit le plus pression pour agir, et le président Sarkozy y vit à la fois un devoir moral et une opportunité politique. La Ligue arabe prit la décision sans précédent de demander une zone d'exclusion aérienne au-dessus d'un pays arabe. Le 17 mars, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopta la résolution 1973, autorisant toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils, à l'exception d'une occupation étrangère. La résolution fut votée juste à temps. Les forces de Kadhafi fouillaient déjà les faubourgs de Benghazi.
Le 19 mars, des avions de chasse français survolèrent Benghazi à 16h45, heure locale. Selon les archives militaires françaises, les habitants qui se préparaient à un massacre virent au contraire des explosions à l'horizon, tandis que les colonnes de chars se désintégraient. Puis vinrent les missiles de croisière américains et britanniques qui frappèrent des sites de défense aérienne et des centres de commandement. L'opération Aube de l'Odyssée avait commencé. Puis l'OTAN prit le commandement total sous l'appellation Opération Protecteur Unifié. Une semaine plus tard, l'élan changea du tout au tout. Les forces de l'opposition progressèrent vers l'ouest en convoi de pick-ups équipés de canons antiaériens. Leur enthousiasme compensait leur manque d'entraînement. Pendant ce temps, les communautés berbères des montagnes de Nefoussa organisaient silencieusement leur propre révolution. Pourvues d'armes introduites de contrebande depuis la Tunisie, elles prirent des territoires situés à seulement 80 km de Tripoli. Leurs forteresses montagneuses devinrent une dague pointée au cœur du régime. Tout l'été, Tripoli fut le théâtre d'une activité clandestine intense. Les cellules de résistance, formées depuis février, devinrent plus audacieuses à mesure que les forces de Kadhafi s'affaiblissaient. Des armes arrivèrent dissimulées à bord de bateaux de pêche et de camions de légumes. Le 20 août, les coordinateurs donnèrent le signal et la capitale éclata dans un chaos soigneusement planifié. Des cellules dormantes attaquèrent simultanément dans tout Tripoli. On prit des carrefours clés. Des bâtiments gouvernementaux brûlèrent pendant la nuit et le port tomba en quelques heures. La brigade Kamis combattit férocement et commettat la tuerie de l'entrepôt de Yarmouk le 23 août, tuant plus de 150 prisonniers avant de se retirer. Mais à l'aube du 21 août, les convois rebelles traversaient à toute vitesse des rues qu'ils n'avaient fait que rêver de voir. Ils arrivèrent à la place verte à midi et trouvèrent déjà des milliers de personnes. La nouvelle se répandit et les jeunes grimpaient sur le monument en bronze de Kadhafi pour le frapper à coups de masse, dans une joie délirante. Mais l'homme lui-même avait disparu dans la nature. Les rebelles assaillirent B à la Siissia, Sik, en espérant y trouver Kadhafi qui menait une ultime résistance dans son enceinte fortifiée. Ils trouvèrent à la place des bunkers vides et des fusils luxueux dorés encore dans leurs coffrets. Le dictateur s'était volatilisé sans laisser de traces. Les satellites de l'OTAN scrutaient le désert sans relâche, tandis que les drones volaient en motifs répétés. Pendant des semaines, il n'y eut que rumeurs et faux repérages. Puis les agents de renseignement remarquèrent un trafic téléphonique inhabituel autour de Sirte. Des unités loyales convergeaient vers la ville natale de Kadhafi, sous le couvert de la nuit. Pour Kadhafi, Sirte symbolisait tout son parcours, de la pauvreté à la richesse. Né là en 1942 dans une tente bédouine, fils de berger de chèvres aux pieds nus, il s'était transformé en un homme gérant des milliards. Le siège commença en septembre, les rebelles encerclant la ville pendant que les avions de l'OTAN attaquaient objectifs jour et nuit. À l'intérieur de la poche rétrécie, les conditions se dégradèrent jusqu'à devenir infernales. L'électricité disparut, l'eau cessa de couler, les denrées disparurent des marchés, les corps se décomposaient dans des rues trop dangereuses pour être récupérés. L'odeur de la mort devint si forte que les gens vomissaient en respirant. Kadhafi se déplaçait entre maisons sûres dans le district 2, tel un fantôme rôdant autour de ses propres funérailles. Les gardes du corps féminine, les convois de Mercedes blindés et les symboles de pouvoir qu'il avait exhibés pendant 4 décennies avaient disparu. Il voyageait désormais en voitures ordinaires, vêtu de tuniques traditionnelles et d'un turban noir qui cachait son visage aux drones de l'OTAN qui survolaient. Sa suite s'était réduite à quelques dizaines d'hommes épuisés sans aucun autre refuge. Son fils Muatassim commandait ce qui restait d'une résistance organisée. Le chef de la sécurité, Mansour Dow, restait fidèle, peut-être par conviction ou parce qu'il savait que les rebelles ne lui feraient pas grâce. La nuit, Kadhafi écoutait une radio à pile à la recherche d'un signal d'intervention internationale qui pourrait le sauver. Peut-être la Russie, la Chine ou l'Union africaine l'épargnerait-elle, mais la radio ne diffusait que de mauvaises nouvelles. Le 19 octobre, la situation était désespérée, même pour ceux qui refusaient de l'admettre.
Les forces loyales ne contrôlaient peut-être que 10 pâtés de maisons d'une ville qui s'étendait autrefois le long de la côte méditerranéenne. Peut-être restait-il 200 combattants sur les milliers qui avaient entamé le siège. La moitié d'entre eux étaient blessés, beaucoup grièvement. Les munitions se résumaient à ce que les hommes avaient dans leurs poches. Ils faisaient face à 2 options: se rendre et affronter la justice populaire, ou tenter une ultime tentative désespérée. À son âge, après 42 ans au pouvoir, Kadhafi décida de se représenter une dernière fois. Le plan d'évasion naquit de la pure désespérance. Il rassemblerait tous les véhicules encore en état de marche, les chargerait avec les derniers combattants et les dernières provisions, puis tenterait de percer les lignes rebelles en colonne. Une fois sorti de la ville, il fuirait vers l'ouest par la route côtière avant de tourner vers le sud, en direction du vaste Sahara, où il pourrait disparaître. Peut-être atteindrait-il le Niger ou le Mali, où l'or pourrait encore leur acheter un refuge. Peut-être que d'anciens alliés se souviendraient des services rendus. Ce n'était pas un grand plan, mais c'était tout ce qui leur restait. Le convoi se rassembla après minuit, dans la nuit du 20 octobre, parmi les ruines du district 2. Les estimations varient entre 50 et plus de 100 véhicules, pour la plupart des pick-up et des tout-terrain Toyota. Un vestige pathétique de la puissance militaire que Kadhafi avait autrefois. On chargea les dernières munitions, les bouteilles d'eau et les sacs de dattes qui devraient les soutenir à travers le désert. Les combattants blessés gémissaient, tandis que leurs camarades les hissaient dans les bennes des camions. Tout le monde comprenait qu'il s'agissait probablement d'un voyage sans retour. Kadhafi monta dans un Toyota Land Cruiser beige, se déplaçant avec raideur sous l'effet de l'âge et de la fatigue. Des témoins se souvinrent plus tard que son turban noir était déjà tordu et taché de sang à cause des bombardements précédents. Ils avaient prévu de partir à 3 heures du matin, alors qu'il faisait encore nuit, mais rien ne se passa comme prévu. Les moteurs refusaient de démarrer après des semaines passées à l'abri. Il fallut transvaser le carburant entre les camions. Les ordres se brouillaient, tandis que des officiers épuisés tentaient d'organiser des hommes désespérés et sans espoir. Lorsque le convoi se mit enfin en mouvement, l'aube pointait déjà, teintant le ciel de rouge. L'avantage de l'obscurité était perdu. À 8 heures, le convoi quitta le district 2 comme un bouchon de champagne qui saute après trop de secousses. Ils écrasèrent le premier poste de contrôle rebelle avant que les gardes ensommeillés ne puissent réagir. Les véhicules accéléraient désespérément vers la route ouverte, mais les radios s'allumèrent partout sur le champ de bataille en quelques secondes. Un grand convoi fuit vers l'ouest, coordonnées à suivre. Soudain, tous les combattants rebelles de l'ouest de la Libye savaient exactement où se trouvait Mouammar Kadhafi. Les drones de l'OTAN, déjà dans les airs dans le cadre des opérations de surveillance permanente, repérèrent aussitôt le convoi. Les opérateurs observaient les écrans, tandis que les véhicules filaient sur la route côtière, exposés comme des fourmis fuyant une fourmilière bouleversée. À 8h30, un drone américain MQ, un Predator tira des missiles Hellfire sur le convoi en fuite. Quelques minutes plus tard, des avions français Mirage et Rafale arrivèrent pour porter le coup fatal. Ils larguèrent des bombes AASM et GBU-12 avec des effets dévastateurs. Les véhicules furent projetés en l'air comme des jouets. Des explosions secondaires éclatèrent lorsque les munitions s'enflammèrent. En quelques minutes, le convoi cessa d'exister en tant que force organisée. Le Land Cruiser de Kadhafi fut atteint par des éclats, mais continua de rouler un court moment avant que ses pneus n'éclatent sous l'effet des ondes de choc, le faisant dévier de la route. Le visage de Kadhafi fut lacéré par des éclats de verre, et le sang coula sur ses yeux et sa bouche. À travers la fumée et la poussière, il vit des véhicules en flammes, projetant des colonnes de fumée noire dans le ciel du matin. Des corps gisaient partout. Une vingtaine de survivants sortirent des véhicules détruits, parmi eux Kadhafi. Son fils Mouatassim tenta d'organiser une défense alors que le sang coulait d'une blessure à la tête. Mais des centaines de véhicules rebelles convergeaient déjà de toutes parts. La plaine côtière plate n'offrait aucune couverture, sauf un chantier à 60 mètres, où de grandes conduites de drainage en béton offraient un abri précaire. Le groupe courut désespérément à découvert, les balles sifflant autour d'eux. Ils se jetèrent vers les conduites, juste au moment où les rebelles les encerclaient dans un nœud de plus en plus serré.
Il n'y avait aucune échappatoire à cette tombe de béton. Ce qui se passa dans ces tuyaux entra la Libye à jamais. Les rebelles tirèrent rafale après rafale dans les ouvertures sombres. Le son à l'intérieur était assourdissant. Les balles ricochaient sur les parois, déclenchant une pluie d'étincelles et d'éclats de béton. Quelqu'un lança une grenade dans l'espace confiné. L'explosion fut dévastatrice. L'onde de choc amplifiée par les murs fit éclater les tympans. Kadhafi fut encore blessé à la tête et aux jambes, le sang lui obscurcissant la vue. Suffoquant dans la fumée et la poussière de ciment, saignant de multiples plaies, les survivants n'eurent d'autre choix que de ramper vers la lumière du jour. Ils apparurent un à un, les mains levées en signe de reddition, couverts de sang et de poussière, tels des zombies. Alors, un jeune combattant de Misrata vit clairement un prisonnier ensanglanté. Malgré la saleté et le sang, le visage était reconnaissable entre mille. C'était lui. Après 8 mois de guerre, des milliers de morts et des villes détruites, Mouammar Kadhafi était là. La nouvelle se répandit comme l'éclair. Des combattants situés à plusieurs centaines de mètres abandonnèrent leur position et accoururent. C'étaient de jeunes hommes qui avaient vécu toute leur vie sous le régime de Kadhafi, qui n'avaient jamais connu d'autres dirigeants, qui avaient perdu des amis dans ces prisons, qui avaient été torturés pour avoir écouté de la musique occidentale ou lu des livres interdits, dont les familles avaient été détruites pour s'être opposées à lui, pour l'avoir remis en question, simplement pour avoir existé d'une manière que le régime n'approuvait pas. 42 années de rage, de peur et de haine accumulées explosèrent en quelques secondes. Des images filmées sur plusieurs téléphones portables capturèrent la scène chaotique. À peine conscient de ses blessures, Kadhafi fut traîné par les cheveux sur le sol. Les rebelles lui arrachèrent sa chemise ensanglantée, révélant un torse couvert de plaies. Ils le frappèrent avec la crosse de leur fusil jusqu'à ce que le bois se brise. Ils le frappèrent avec leurs chaussures, le plus grand des affronts dans la culture arabe. Certains criaient de le garder en vie pour qu'il soit jugé, qu'il affronte la justice. D'autres réclamaient une vengeance immédiate pour toutes les années de souffrance. La foule devenait chaque seconde plus grande et plus violente. Quelqu'un lui planta une baïonnette dans le rectum, provoquant un cri de douleur atroce. Ses yeux se révulsèrent, se détachant de ce monde. Le sang jaillissait de ses blessures à la tête et à la poitrine, se mêlant au sable. Au milieu de la cohue et de la violence, des coups de feu retentirent. Certains témoins affirment qu'un combattant de Misrata plaça un pistolet de 9 mm contre la tempe de Kadhafi et appuya sur la gâchette. D'autres disent qu'il fut pris dans un tir croisé. Les différentes vidéos le montrent respirant un instant, encore vivant malgré ses blessures, puis soudain inerte. Le moment exact de sa mort demeure controversé. Le tyran était enfin mort. On chargea son corps dans une ambulance arrivée rapidement sur les lieux. Kadhafi gisait nu, à l'exception de son pantalon déchiré. Tout son corps était couvert de sang et de saleté. Les combattants s'approchèrent du cadavre pour filmer le trophée, preuve qu'ils avaient été présents lorsque l'histoire avait basculé. L'homme qui avait commandé des armées, construit des palais et s'était autoproclamé « roi des rois d'Afrique », mourut comme un chien enragé dans un fossé de drainage, au bord d'une route. En quelques minutes, les images filmées sur un téléphone portable furent mises en ligne et se propagèrent à la vitesse de l'éclair. La Libye explosa dans une célébration sans précédent. À Sirte, les rebelles tirèrent toutes leurs munitions vers le ciel, jusqu'à ce que l'air lui-même semble brûler. Dans tout le pays, des millions de personnes envahirent les rues, restées vides de peur pendant des décennies. À Benghazi, là où tout avait commencé avec 200 manifestants, la place de la Liberté fut remplie par des centaines de milliers de personnes. Elles avaient tout risqué pour cet instant. Et pour elles, le cauchemar était enfin terminé. Du moins, le croyaient-elles. Dans ces premières heures d'euphorie, les dirigeants internationaux saluèrent le courage du peuple libyen tout en évitant soigneusement de mentionner comment Kadhafi était réellement mort. Le président Obama parla d'un « nouveau chapitre pour le peuple libyen ». Le premier ministre Cameron évoqua les opportunités pour la démocratie. Les organisations de défense des droits humains remarquèrent immédiatement le crime de guerre évident dans les vidéos, mais dans la Libye révolutionnaire, ivre de liberté et de vengeance, personne ne se souciait de ces subtilités juridiques. Pendant 3 jours,
le cadavre de Kadhafi resta dans un congélateur industriel à Misrata. Des milliers de personnes vinrent le voir, voulant constater de leurs propres yeux que le monstre était réellement mort. Les gens prenaient des selfies avec le corps, se prouvant à eux-mêmes que l'impossible s'était produit. Le 25 octobre, avant l'aube, un petit convoi prit la route du désert. Quelque part dans l'immensité du Sahara, ils enterrèrent 3 corps dans des tombes anonymes. Kadhafi, son fils Muatassim et son ministre de la Défense, Abou Bakr Younes. La dynastie Kadhafi, qui avait terrorisé la Libye pendant 42 ans, disparut dans le sable sans laisser de traces. Mais la souffrance de la Libye ne faisait que commencer. Les milices qui s'étaient unies contre Kadhafi tournèrent aussitôt leurs armes les unes contre les autres. Le pays se divisa en 2 gouvernements rivaux, puis en 3, et bientôt on cessa de les compter. L'État islamique prit Sirte, la ville où Kadhafi était mort, imposant de nouvelles horreurs à sa population. La richesse pétrolière, qui aurait dû reconstruire la nation, alimenta au contraire un conflit sans fin. La mort de Mouammar Kadhafi marqua le jour le plus sanglant du printemps arabe. Elle prouva que même les dictateurs les plus enracinés pouvaient tomber sous la pression d'un soulèvement populaire. Mais elle révéla aussi une vérité plus amère. On peut tuer un tyran en quelques minutes de violence collective, mais construire la démocratie exige des générations de travail patient. En vie comme dans la mort, Kadhafi laissa la Libye en ruine. Cette liberté en valait-elle la peine? Non.